Voilà, une fois que c'est dit, à vous, des questions, réactions. Il y a un micro, vous vous présenterez s'il vous plaît. Donc je me présente, Sophie Adamski, moi je suis éducatrice thérapeutique, infirmière de formation, et je voulais témoigner comme quoi j'ai beaucoup apprécié cette conférence et j'ai pu suivre les différentes conférences. Moi je suis de la santé, pas de l'environnement, donc j'ai découvert en fait l'éducation à l'environnement parce que on est beaucoup focalisé sur les problèmes de santé des personnes. Et c'est vrai que personnellement, j'ai beaucoup de difficultés pour avoir une vision plus globale en fait sur les problématiques, donc sur le niveau local, le niveau national, impliquer les personnes et leur donner du pouvoir, c'est très difficile parce qu'elles ont des problèmes de santé. Donc merci pour cette dimension et je passe la parole. Pascal Oli, je suis médecin physique et de réadaptation à Villemot et j'ai envie de dire merci infiniment de votre conférence, mais en fait on est aussi dans une problématique complètement différente. Moi je suis sur le champ de la santé, mais avec l'impression d'être un peu à côté de la plaque dans cette période qui est extrêmement violente et on voit apparaître de nouvelles pathologies qui ne sont pas dues aux individus, mais qui sont dues au milieu dans lequel ils vivent, à la société qu'on est en train de construire. Et en fait, la grosse difficulté, c'est de se positionner dans une démarche participative. Je crois que maintenant, même dans le champ de la santé, on l'a compris. Mais comment faire ensemble et comment faire pour respecter la terre sur laquelle on est et à la place à laquelle on vit. Ça, franchement, je suis un petit peu effrayée. Oui, je crois que par rapport à ce que vous dites, je crois qu'on a effectivement tous vécu ce qu'on appelle la transition épidémiologique, c'est-à-dire qu'on est parti d'une mortalité dans la population qui était due avant tout à des problématiques infectieuses, etc. Donc on a résolu le problème au travers la découverte des antibiotiques, des vaccins, etc. Donc la transition, c'est qu'aujourd'hui, les personnes sont davantage concernées par des maladies chroniques, c'est pour ça qu'on a vu l'émergence de l'éducation thérapeutique du patient, etc. Et effectivement, ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui, c'est à la recrudescence de motifs de mortalité qui sont liés à nouveau à des problématiques de maladies infectieuses, etc. Enfin, on revient à une espèce Moyen-Âge, c'est peut-être un grand mot, mais je sais que dans certaines régions de France aujourd'hui, on retrouve des problématiques de diphtérie, des problématiques, des choses qu'on pensait totalement oubliées et qui reviennent. Je montrais les taux de mortalité dans l'enfance, etc., les problèmes liés à des grossesses mal ou peu suivies, etc. Donc on retrouve une problématique qui est liée à la pauvreté et à la précarité et qu'on avait relativement oublié ou qu'on maîtrisait à un moment donné. Et aujourd'hui, on voit bien qu'effectivement, la situation économique, les décisions politiques qui sont prises aujourd'hui provoquent cette recrudescence de ces problèmes-là. Alors, par rapport, justement, moi, je trouve que ça nous engage, justement, tous ces constats nous engagent effectivement à repartir des préoccupations des personnes. Et pour moi, c'est ce qui est vraiment au cœur de la démarche participative. C'est précisément qu'on arrive dans une classe parce qu'on intervient en milieu scolaire ou qu'on arrive dans un quartier parce qu'on a été appelé par un élu ou par un animateur local, par quelqu'un de la maison de quartier, etc., qu'on arrive dans un établissement pénitentiaire ou autre. L'idée, c'est justement de ne pas arriver avec sa propre conception de ce qui est à travailler et ce qui est à améliorer chez les personnes avec lesquelles on va être amené à travailler, mais c'est d'abord commencer par les questionner sur ce qui les préoccupe, elles, que ce soit en termes de santé ou en termes d'environnement, et partir de là. Et rien qu'en renversant cette façon de les aborder,
on se donne déjà de meilleures chances d'accroître leur sentiment de pouvoir, enfin, au minimum, on leur donne une chance de s'exprimer sur ce qui leur semble effectivement essentiel dans leur vie aujourd'hui. Et il y a fort à parier que ce ne sera pas les sujets de santé avec lesquels on avait l'intention de les aborder. Mais c'est là toute la difficulté et c'est là où justement toute la démarche pédagogique entre en jeu. Et comment on gère ces situations-là, comment on les traite et comment justement on va travailler avec les personnes, leur capacité à s'exprimer dans le débat public, à construire des avis ou des questionnements collectifs et à les amener à apporter ces questionnements et ces revendications au niveau des responsables qui sont avant tout des responsables politiques, quels qu'ils soient, hein, des élus, des représentants de la population, etc. Alors, sachant que quand je dis ça, souvent on imagine que ben oui, il va falloir aller dans des grands cénacles où finalement le tout venant n'a pas sa place, etc. Mais par exemple, en milieu scolaire, il est très clair que le premier niveau politique, c'est le directeur ou la directrice. C'est la direction. Donc quand je dis des politiques favorables à la santé, ça va des premiers niveaux de responsabilité et de décision jusqu'au niveau évidemment les plus éloignés de la population au niveau national par exemple. Mais l'important c'est aussi en tant qu'intervenant d'identifier ces niveaux-là et d'identifier les niveaux auxquels les populations avec lesquelles on va être amené à travailler vont pouvoir apporter leurs questions, leurs revendications, leurs demandes et les accompagner pour que ce soit aussi efficace que possible. C'est ça un peu la philosophie générale des stratégies que j'ai développées. Il y a peut-être aussi, il ne faut pas non plus oublier qu'il peut y avoir une autre forme politique qui est celle aujourd'hui de la défiance qui se joue dans les réseaux sociaux, là, où on voit ces micro-événements de rue, de places publiques, de fêtes, qui disent stop, qui revendiquent. Et parfois, juste de regarder se jouer ça dans la rue, ça fait du bien. C'est-à-dire, quand on est trop malade, quand on est trop fatigué, je pense qu'on n'a pas la force, en fait, de vouloir participer. Des fois, on n'en peut plus et on dit, on laisse ça faire aux autres. Et il ne faut pas non plus oublier que les pouvoirs publics ont une responsabilité énorme et qu'on ne peut pas faire tout seul, nous, avec les gens avec qui on travaille au quotidien. Donc il y a ce versant-là de participation, de formation à la participation, mais aussi de leur dire, regardez ce qui est en train de se dire là, regardez comment ça résiste dans les territoires, regardez comment ici, ils ont fait pour réussir à faire quelque chose. Donc redonner un peu d'espoir par des actions positives et qui ont eu leur effet quelque part dans un coin du monde. Il y a des coins du monde, notamment en Amérique du Sud, où ils font des choses extraordinaires en termes d'empowerment et en termes autour de Paulo Freire, hein, qui a alphabétisé des populations et qui a permis de reprendre pouvoir sur sa vie auprès de populations qui étaient en souffrance, mais comme on ne peut pas l'imaginer quand on n'est pas dans ces quartiers-là. Bonjour, Philippe Sanchez, je travaille à la direction régionale de la jeunesse, du sport et de la cohésion sociale d'Aquitaine. Merci déjà pour ce moment de réflexion. Comme vous l'avez dit, on analyse tous les choses que l'on reçoit à travers notre prisme. Par rapport à ce que j'ai cru comprendre de ce que vous dites, ça fait écho dans le cadre de mon travail à une espèce de dualité qui est pour moi la source de plein de choses, c'est-à-dire le choix à faire entre réparer et faire attention à. Et c'est un peu l'objet de ma question, ma remarque question. Il me semble qu'aujourd'hui, dans le cadre de la santé, on est sur une conception qui est très occidentale, c'est un peu normal, c'est notre fond culturel, on va l'appeler comme ça, qui est sur le réparer, y compris dans votre discours qui est plutôt
progressiste par rapport à ça, mais voilà, on est sur la tentative de réparation de maladies. Est-ce qu'il ne faudrait pas, vous avez parlé de changement de paradigme, est-ce que ça ne passerait pas par un changement de paradigme justement, et qu'on arrête de se demander comment on va réparer les erreurs que l'on a commises, et qu'on se commence plutôt à se demander comment on va essayer d'anticiper, de prévoir, de faire attention aux choses. Est-ce que le premier blocage, autant en environnement, qui est un milieu que je connais peut-être un petit peu plus qu'en santé, est-ce que le premier blocage ne serait pas là? Oui, il y a effectivement d'énormes blocages. Enfin, on voit bien, on vient de le vivre tout récemment avec le projet de loi de santé qui est en élaboration depuis plusieurs mois maintenant, qui fait suite à une stratégie nationale de santé qui est accessible, dont on peut prendre connaissance. Et la stratégie nationale de santé qui a été présentée, je crois, en septembre 2013 par la ministre de la Santé, elle est extraordinairement progressiste, c'est-à-dire qu'elle met notamment en avant la promotion de la santé, l'action sur les déterminants de la santé, quels qu'ils soient, et un certain nombre de modalités de réduction des inégalités sociales de santé. Donc la stratégie nationale de santé, c'est un document dans lequel les acteurs de la promotion de la santé se retrouvent très bien, avec des objectifs, des modalités qui nous conviennent. La publication du projet de loi de santé et des exposés des motifs de cette loi a été une douche froide. C'est-à-dire qu'on est maintenant très très loin de la stratégie nationale de santé, avec une loi de santé qui, elle, qui est très très axée, finalement, on oublie la promotion de la santé. Les intitulés sont très engageants, toujours. On parle toujours dans les intitulés des articles de promotion de la santé, d'approche globale, etc. Sauf que dans les articles eux-mêmes, ce qu'on trouve, c'est, comme vous dites, de la réparation. Ce que moi j'appelle plutôt prévention secondaire ou prévention sélective, c'est-à-dire qu'on intervient par exemple auprès des jeunes qui ont déjà des comportements problématiques en matière d'alcoolisation ou de prise de substances diverses, avec des approches qui sont pour le coup très injonctives, voire répressives. Donc on est à 1000 lieues de la promotion de la santé et de son projet, qui est quand même, là je reprécise, qui est quand même plutôt de faire attention à, puisque la promotion de la santé, c'est vraiment de la prévention universelle, de la prévention primaire, donc a priori qui s'adresse à l'ensemble de la population avant même que les problématiques arrivent, même si, de fait, quand on travaille avec des populations, on est aussi en face de personnes qui ont déjà des difficultés, des problématiques spécifiques, et il n'est pas question de ne pas en tenir compte. Il faut absolument essayer de les accompagner aussi dans la résolution de ces problèmes-là. Mais voilà, donc on sent bien qu'à la fois, pour moi, il y a deux gros problèmes, et je ne suis pas la seule à le penser. La première, c'est que la France souffre d'une absence, d'une culture de promotion de la santé, mais peut-être plus généralement de santé publique au plus haut niveau de l'État et des prises de décision. Mais c'est quelquefois aussi ce qu'on retrouve dans les agences régionales de santé, c'est-à-dire des personnes qui disposent des clés décisionnaires pour faire bouger les choses ou pour poser un certain nombre de cadres institutionnels et politiques, mais qui eux-mêmes ne disposent pas des connaissances, des savoirs, des compétences qui leur permettraient de faire en sorte que ce cadre-là soit véritablement un cadre de promotion de la santé. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est qu'en France, nous sommes encore elles sont liées, dans une approche très biomédicale de la santé. Ce que vous dites, c'est-à-dire que je ne sais pas si on peut parler de lobby médical, mais quelque part on n'en est pas très loin, c'est-à-dire qu'on sait bien aujourd'hui que les enveloppes sont ce qu'elles sont, notamment les enveloppes budgétaires, qu'elles ne bougent pas, et que généralement, si on en donne un peu plus à l'une, c'est qu'on en retire à l'autre. Il n'y a pas de création de richesse autour de la santé aujourd'hui.
on voit bien que chacun des secteurs de la santé, actuellement, fait entendre sa voix pour défendre son approche. Et de fait, l'approche biomédicale a encore un poids considérable dans les décisions et dans les conceptions des acteurs politiques aujourd'hui. Si vous voulez compléter. Je ne sais pas trop. Changement de paradigme, oui. Il faut absolument qu'on entre dans un changement de paradigme. Pour ça, il faut qu'on s'y mette un petit peu tous. Je pense qu'en éducation, je ne parlerai pas de la santé, mais en tous les cas, en éducation, il est grand temps, en effet, qu'on soit sur d'autres façons de penser l'éducation, dans une conception beaucoup plus globale que dans une conception didacticienne dans laquelle on est. Alors, je ne parle pas là de l'éducation informelle et de l'éducation parentale, c'est toujours plus compliqué, et puis c'est pas un métier, hein. Les enfants sont là, ma foi, on fait comme on peut. Mais en tous les cas, dans les lieux où on organise une éducation formelle à l'école, non formelle dans les structures d'éducation populaire, dans les associations, peut-être dans d'autres structures dans lesquelles vous travaillez, se remettre à repenser l'éducation en se demandant qu'est-ce que c'est qu'éduquer aujourd'hui. Est-ce que c'est juste s'arranger pour que, d'un point de vue didactique, ils retiennent bien le savoir qu'on a envie de leur transmettre, et souvent un savoir étriqué, un savoir parcellisé, un petit savoir notre savoir est toujours en plus le meilleur des savoirs par rapport au savoir des autres. Et alors c'est quand même en passe de changer ça, hein, on entre dans du savoir systémique. Mais comme c'est compliqué et complexe à la fois, ça demande du temps. Mais c'est vrai qu'il nous faudrait des lieux de construction de ce qu'on veut que soit l'éducation pour changer la société. Ça, je partage complètement. Est-ce que finalement on n'est pas centré... Julie Charles, du Grain Aquitaine, formatrice. Oui, est-ce qu'on n'est pas finalement centré sur les problèmes? Et parce que ça nous arrange aussi, on est dans un système aussi où on est... Moi, je fais le lien avec cet après-midi, on va travailler sur l'évaluation. Et voilà où on est aussi, on veut évaluer. Donc, évaluer vite aussi. Donc, il y a une action et tout de suite, on veut évaluer. Donc, on veut avoir des résultats faciles, accessibles, etc. Et donc, centré sur le problème, on peut voir... La transformation peut être facile à voir. Et on veut peut-être... finalement, on a des critères assez simples. Voilà, en fait, on met en place un système assez simple, mais qui ne fonctionne pas au final. Mais on continue en fait. Donc on centre sur... Parce que peut-être qu'on a peur aussi. Alors peut-être en tant que formateur aussi, ou en tant que partenaire, financeur, etc. On a peur aussi de se projeter et de prendre le risque aussi d'évaluer dans 5 ans, 6 ans, etc. Et on a peur de passer à côté de cette dictature un peu de l'évaluation. Donc on reste dans un espèce de mécanisme comme ça où finalement voilà, même formateur, on pourrait se dire ça, c'est plus facile de se dire bon, je veux qu'il soit d'un point A à un point B, quelle est la meilleure stratégie, je vais pouvoir évaluer ça très facilement à l'issue de la semaine de formation. Et donc, je me focalise sur le problème. Et du coup, je m'écarte de l'éducation. Et voilà, et comme ça, on alimente un système comme ça, et progressivement, on est en train de s'écarter de ce que vous dites, ce que c'est vraiment l'éducation. Et est-ce que finalement, l'éducation, comment on peut aussi, nous, à l'association, face aux financeurs, aux partenaires, donner de la valeur à notre action éducative, en fait. Facilitation ou adaptation au cadre. Moi, je crois que le cadre, il favorise la simplification, le court-termisme et la visibilité. Hein, voilà. Donc, le cadre qu'on nous propose, c'est celui-là, avec des financements annuels, je suis très concrète, hein, là, des fiches actions qu'on remplit, où on a 2 lignes pour exposer ce qu'on fait, des valeurs cibles auxquelles on doit répondre. Enfin, on est dans du quantitatif.
dans des choses effectivement qu'on évalue à très court terme, alors qu'on sait bien que, vous le disiez aussi Dominique, ça prend du temps tout ça, hein, la mise en place d'un véritable programme éducatif ou d'un programme de promotion de la santé. Or, ce à quoi on nous contraint, je ne peux même pas dire on nous invite, on nous y contraint, ce sont des rendus annuels sous des formats qui sont effectivement, enfin qui favorisent la simplification à l'extrême de tout. La présentation de la méthode, des résultats, la description de la population, enfin tout ça doit être fait de façon presque caricaturale. Et donc effectivement, on ne s'y retrouve pas. Alors par rapport à la problématique de l'évaluation, soit effectivement, ce qu'on se dit, de toute façon, cette évaluation que je vais faire, je ne vais pas en tirer grand-chose parce que les moyens dont je dispose, les documents qu'on attend de moi, de toute façon, ne feront pas progresser mes pratiques parce que ce n'est pas assez approfondi, je n'ai pas bien pu prendre le temps, je n'ai pas pu utiliser les outils que je voulais, etc. Et donc vous le faites, c'est pour ça que je dis adaptation au cadre, et vous le faites simplement pour toucher le solde de l'action correspondante. Voilà, et au final, peut-être tout le monde est content. Si on veut effectivement se donner la peine de mettre en place une évaluation qui a du sens, à ce moment-là, il faut exiger les moyens qui vont avec, le temps qui va avec, la possibilité d'utiliser les outils qui vont permettre de donner du sens à cette évaluation, etc. Mais là, on se donne un autre objectif, on a d'autres ambitions. Hein. Clairement, on veut être effectivement dans une évaluation qui ne soit pas une sanction, mais qui soit une possibilité d'améliorer ses pratiques, de progresser, de travailler autrement. Et là, ça prend véritablement du sens. Donc quand je dis il faut exiger, ça veut dire qu'il faut le demander, quoi. C'est ça. Il faut résister. Je m'étalerai largement cet après-midi sur l'évaluation. Mais en effet, on est en tension entre une forme d'éducation populaire qui voudrait bien être gratuite pour tous et l'argent qui commence à manquer. Et donc on hésite, on a un pied qui est dans nos valeurs, on voudrait faire ça, on a le bras en l'air, on a des valeurs inscrites sur nos projets éducatifs, nos projets associatifs, et puis dans le quotidien, eh bien, on reprend un peu cette difficulté-là qu'on a à gérer, le manque de financement, les petits salaires, les courses qu'on doit faire à droite, à gauche. On est tous soumis à l'injonction aussi dans nos métiers. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et c'est vrai que de temps en temps, ne serait-ce qu'une équipe qui se met un peu de côté pendant un petit moment et qui dit « Bon, allez, on se met autour de la table, on remet nos valeurs sur le bureau là, qu'est-ce qu'on avait comme valeur dans notre structure ? Qu'est-ce qu'on avait envie de développer ? Et puis à côté, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et on explore un peu la faille entre les deux. Et rien que ces petits moments-là de reprise en main de son projet, de reprise, de ressaisie de ses valeurs, de ce qu'on a envie de porter. Parce qu'on choisit rarement nos métiers parce qu'on est tombé là par hasard. On choisit souvent nos métiers parce qu'on porte du sens, parce qu'on a envie de changer quelque chose, parce qu'on a envie d'accompagner les uns les autres, parce qu'il y a quelque chose qui nous tient au cœur du ventre. Et se reposer dessus de temps en temps, c'est entre action et réflexion, ça vaut largement le coup de le faire. Et ça fait du bien à tout le monde, même si on n'a pas plus d'argent à la fin de la mi-journée. Oui, bonjour, Cécile de l'association Ecoacteurs. Moi, je travaille beaucoup sur l'alimentation. Et c'est vrai que je pense qu'en termes de communication, j'ai le sentiment qu'on est dans un air de culpabilisation en fait, des personnes par rapport face à leur santé. Et notamment en alimentation. Manger 5 fruits et légumes. Enfin, bon, voilà, à chaque fois, on les met dans cette position. Donc après, le positivisme sur nos actions d'éducation, voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je me faisais la remarque. Et c'est vrai que du coup, j'oppose assez souvent ce mot de positivisme avec finalement l'éducation et puis la santé. Parce que je trouve qu'on est vraiment dans cette ère de se faire sentir coupable parce qu'on ne fait pas les bons gestes. Donc on voyait cette liste tout à l'heure. C'est chouette. Ça m'a fait beaucoup sourire, mais finalement, je trouve que c'est très vrai. C'est ça. Ça s'applique encore maintenant. Voilà. Est-ce qu'on est vraiment en bonne santé si on ne mange pas absolument tous les 5 fruits et légumes par jour ? Moi, je ne le fais pas. Non, pas tous les jours.
Et de temps en temps, lâcher prise aussi. Lâcher prise et être avec ces publics en lâcher prise autour de ces multiples injonctions. Ouf, mais qu'est-ce que ça fait du bien. On nous demande d'être en projet, lâchons le projet. On nous demande de manger 5 fruits et légumes, tiens, ce midi, on se fait un hamburger. On nous demande... et ça redonne la pêche après pour tant pis, hein, parce que sinon on entre dans la moralisation au lieu d'aller dans la valeur, en fait. On confond l'éthique et la morale. Ça me renvoie aussi à quelque chose qu'on n'a pas abordé, qui est la définition qu'on se donne de la santé. Hein, quand vous disiez, est-ce qu'on est en bonne santé si on ne mange pas 5 fruits et légumes par jour? Oui, si effectivement on peut se poser la question si on est dans une définition justement strictement biomédicale de la santé, alors peut-être qu'effectivement on ne sera pas en bonne santé. Maintenant, si on est dans une définition beaucoup plus large de santé psychologique, sociale, etc., on sait bien que pour les aspects psychologiques et sociaux, l'alimentation justement un peu débridée, etc., elle a des apports indéniables. C'est bon pour le moral aussi de manger du chocolat, c'est bon aussi de partager un repas avec des amis et puis de consommer de l'alcool, et puis voilà, il y a cette convivialité là aussi qui existe. Et ça, c'est la définition de la santé de l'OMS, hein, état de bien-être physique, psychologique et social. Donc effectivement, si on reste uniquement sur le versant physique, là, on va être, comme vous dites, dans un carcan hygiéniste qui va rendre la vie totalement impossible. Si on admet que cette définition est plus large, alors les possibles s'ouvrent effectivement. Donc il y a ce premier point. Et le deuxième, c'est que je voudrais dire que il y a quand même plusieurs niveaux dans les approches de santé. Ce que vous avez cité là, le manger-bouger, les 5 fruits et légumes par jour, c'est une approche médiatique, de communication médiatique sur la santé, dont on sait qu'elle a avant tout pour objectif de montrer que le gouvernement se soucie de notre santé et de notre alimentation et qu'il fait quelque chose pour ça. Parce que ça, c'est très visible, c'est très clair. Donc l'objectif, il est avant tout celui-là. Il est de montrer que la santé est à l'agenda politique. Après, ce qui se passe derrière, ça n'intéresse finalement pas grand monde, puisque quand on fait des évaluations de cette campagne, on s'aperçoit que 95% des gens ont effectivement intégré le slogan. Alors effectivement, avec plus ou moins de dégâts par rapport au moment où ils comparent, etc. Mais en réalité, les changements véritables dans les façons de faire des gens, dans leur façon de penser leur alimentation sur le plan familial, sur le plan social, etc., finalement, ça bouge très peu. Et ça bouge d'autant moins qu'effectivement, on a affaire à des personnes qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour adopter ce type de comportement qui est posé par la faculté comme étant le comportement sanitaire idéal. Donc on sait bien que plus les gens sont éloignés des messages et moins ils vont adopter effectivement. Donc je crois qu'il faut vraiment distinguer cette approche médiatique qui a un intérêt, l'intérêt que je vous ai exposé, et qui est avant tout politique. Et le niveau de proximité, où là, effectivement, on va partir de la réalité de la vie des gens et de la réalité de leur capacité à intégrer cette alimentation plus saine dans leur vie de tous les jours. Et là, effectivement, on va rencontrer la réalité de leur situation, des horaires décalés, des moyens qui manquent, l'étude de Basile Chey, ce qu'elle montre, c'est aussi qu'il y a une certaine partie de la population qui est à 5-10 km du premier légume vert, frais. Hein, voilà, donc autour d'elle, tout ce qu'il y a, c'est effectivement des McDo, des choses comme ça. Donc il y a aussi une réalité concrète de vie dont on tient compte dans la proximité, mais dont on ne peut absolument pas tenir compte une communication médiatique. Donc là, je crois qu'il faut vraiment bien distinguer les deux volets, les deux aspects. Je voudrais rajouter une petite chose. En éducation à l'environnement, il est en train de se développer beaucoup aujourd'hui les approches par le maraudage. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent ça. C'est-à-dire qu'avant, on avait des publics captifs, on allait sur les lieux d'éducation. Aujourd'hui, on va sur les lieux de vie des gens. Et on fait un petit peu résonance avec Jean Viard, un politologue, je ne sais pas, que vous connaissez peut-être, il est assez médiatique, qui dit qu'on est aujourd'hui dans une société du barbecue.
Eh bien, on va faire société du barbecue dans les rues, dans les places publiques, au pied des immeubles, c'est-à-dire créer de la convivialité. Et à partir de ces moments d'accroche-là, festifs, conviviaux, on apporte des messages, on discute, on entre dans le débat, on entre dans le dialogue, on commence à construire un je-tu, à faire parler les gens pour qu'ils faire émerger leur savoir, parce que souvent les gens en souffrance pensent qu'ils n'ont pas de savoir, alors qu'ils ont un savoir local très fort, un savoir d'usage très très fort. Donc on fait émerger ces savoirs d'usage et donc doucement on leur redonne confiance en eux, et etc. etc. J'ai une question, et du moins une remarque. Vous avez évoqué la question de la complexité, des évolutions technologiques, de la connaissance, les sciences qui finalement, on en revient, on se rend compte qu'elles n'ont pas tout résolu, nous ne maîtrisons pas notre sort, elles ont généré d'autres difficultés en termes de technologie, de maîtrise environnementale, etc. Bref, qu'on est tous des papillons et le battement d'ailes peut avoir une conséquence souvent néfaste dans la lecture qu'on fait, en tout cas de notre responsabilité concernant l'environnement, le monde dans lequel on vit. Est-ce que ça, alors aux deux échelles que vous avez traitées, au point de vue éducatif, est-ce que ça ne peut pas conduire à une inhibition intellectuelle, tout simplement, qui est de toute façon, quoi que je fasse en termes de réflexion, de processus, de chemin, je vais générer quelque chose de nouveau et je vais bousculer ce monde qui déjà va fort mal, etc. Et donc, est-ce qu'il ne vaut mieux pas s'arrêter là ? Et ensuite, vis-à-vis aussi de, on va dire, le système, vous parlez du système occidental, on a des illustrations de l'OMS, la promotion de la santé est une stratégie qui est quand même promue par des instances, des arcanes politiques classiques. Est-ce que cette analyse qu'on fait de la postmodernité, c'est-à-dire on avance, mais grosso modo on ne maîtrise pas, voire on génère plus d'incertitudes qu'autre chose, est-ce qu'elle ne vient pas aussi disqualifier la politique classique ? Or, la promotion de la santé, l'idée c'est de réinscrire dans des processus politiques, des publics, et leur place, leurs propos. Et est-ce qu'on n'assiste pas, ceux qui ne sont pas inhibés, qui ne sont pas dans une logique de « c'était mieux avant », est-ce qu'ils ne sont pas en train de s'impliquer dans des systèmes alternatifs, parallèles, et pas dans les réseaux politiques classiques ? Et est-ce que ce n'est pas toute la difficulté d'arriver à boucler et à faire en sorte que cela aussi s'implique et que la politique, voire les systèmes politiques, ce qu'on appelle le système, change ou laisse de la place à autre chose que, vous parliez de la réparation, le progrès, etc. J'ai pas tout à fait la même vision de la promotion de la santé. Je crois qu'un des problèmes, c'est justement que la promotion de la santé aujourd'hui, elle est portée essentiellement par le secteur associatif. Si un jour elle était vraiment, comme vous le dites, portée par les cadres politiques institutionnalisés, peut-être qu'effectivement on verrait que les dispositifs dans lesquels on nous propose d'intervenir correspondent mieux à ce qu'on voudrait faire en termes d'action et de programme. Je crois qu'un des problèmes, c'est celui-là, c'est qu'il y a une déconnexion entre ce que les associations peuvent porter, ce qu'elles peuvent savoir en termes de qu'est-ce qu'il est pertinent de faire et quelles sont les méthodologies les plus intéressantes, les plus efficaces, les plus pertinentes par rapport aux besoins de la population, et des cadres politiques qui continuent à avoir cette vision extrêmement descendante. Voilà, j'ai identifié tel problème de santé à tel endroit, donc je vais atterrir là et travailler ça avec les gens, qu'ils le veuillent ou non, et j'aurais fixé moi-même les objectifs à atteindre et les comportements qu'ils doivent adopter, etc. Je crois que malheureusement, on est encore toujours là-dedans. C'est bien ça le problème. Maintenant, par rapport à cette question de l'inhibition, je pense qu'effectivement, dans les travaux qu'on peut être amené à mener, on peut avoir affaire à des populations qui sont effectivement très, justement, démobilisées, justement, parfois désespérées, parfois... il me vient en tête une citation de Philippe Lecor, qui était enseignant à l'école de santé publique de Rennes, et qui dit il faut les entraîner à sortir de la fatalité et de la sidération.
pour construire un vivre au monde possible. Hein, à quelques mots près, ça doit être ça, sa citation. Donc c'est pas... Déjà quand il dit, alors fatalité, sidération, inhibition, je pense qu'on est un petit peu dans les mêmes notions. Et quand il dit construire un vivre au monde possible, ça veut dire que c'est pas... On n'essaye pas d'atteindre une espèce d'idéal de santé, alors pour le coup, qui aurait été construit, préconstruit, et qu'on chercherait à imposer. Quand on est simplement dans le vivre au monde possible, comme définition de la santé, ça veut dire qu'on tient compte aussi des contraintes des personnes, des impossibilités dans lesquelles elles sont d'évoluer ou pas, et comment fait-on pour les accompagner vers ce mieux-être, mais un mieux-être qu'on aura défini ensemble, c'est-à-dire pas quelque chose d'idéal, pas quelque chose, mais déjà qui correspondrait pour eux à des petits pas vers une amélioration, vers une façon différente de concevoir leur vie et leur santé, de concevoir leur place dans la société, etc. C'est pas une révolution qui se fait en plus en un jour ou avec le peu de temps qu'on a pour mettre en place les actions, mais vraiment quelque chose des approches très progressives et qui tiennent compte de la réalité, de la possibilité des personnes à s'y intégrer. Les deux existent en ce moment dans la société aujourd'hui, les formes de changement du politique de l'intérieur et les formes de changement du politique de l'extérieur. Celles qui résistent là aujourd'hui, et de plus en plus violemment, elles ont leur place et certaines parties sont entendues. Et puis de l'intérieur aussi, certaines parties sont entendues et ça va venir doucement. Ce qui désinhibe, c'est souvent de voir qu'on n'est pas tout seul à le faire, qu'on est plusieurs, et c'est d'abord l'action locale. Je ne sais pas si vous avez vu sur Arte, il n'y a pas très longtemps, le film de Robin, son prénom, Marie-Monique Robin. Elle a montré, il est encore visible, vous pouvez le télécharger sur Internet, sur le web, sur Arte. Elle a montré des exemples de changements sur des quartiers, sur des villes en termes, par exemple, économiques. L'instauration d'une nouvelle monnaie où ça a marché. Et ça a marché parce que quelques personnes y ont cru et qu'elles ont réussi à faire adhérer toute une population, mais locale, parce que c'est sûr que si on décide de changer le monde, c'est Don Quichotte. Et c'est pas possible, en fait. Alors que si on décide de vivre mieux ici, entre nous, déjà, c'est pas mal. Il y a 3 questions. Je suis chargée de mission d'éducation et développement durable au rectorat de Bordeaux. Je suis formatrice, notamment sur ce thème-là, mais aussi m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle l'évaluation positive et tous ces thèmes-là. Je crois que les aspects pédagogie positive, etc., on les a déjà dans la formation initiale. Simplement, la proportion qui est donnée est faible, relativement à tout ce qu'il faut engranger en une année au niveau des enseignants. La deuxième chose, c'est que cette formation, elle est pour des groupes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout reliée, comme vous l'avez expliqué, à un besoin que j'ai en particulier, qui m'amène à chercher, qui me motive. Donc ça arrive à des moments pour tout le monde au même moment, et pour des gens qui ne comprennent pas au moment T, où ça se passe, le besoin qu'ils en ont, qu'ils vont s'en rendre compte peut-être dans 3 ans. Pour certains, ça va répondre immédiatement. Pour certains, ça arrive trop tard, ils ont déjà cherché l'information. Donc ça, c'est une difficulté du fait qu'on n'ait vraiment pas des parcours individualisés en termes de formation. Au niveau des élèves, c'est un peu la même chose. Vous parliez des éducations A, j'ai fait un stage l'an dernier sur les éducations A. Donc moi, je travaille sur l'éducation au développement durable, qui est donc une des éducations A. Mais je travaille aussi avec des gens qui travaillent sur l'éducation à la santé. Et en cherchant, comme ça, j'ai fait une diapo où il y avait, je ne sais pas, 30 éducations A qu'on était en train de caser, à la mixité sociale, à ceci, à cela, qui ne s'emboîtent pas du tout, qui ne sont pas du tout articulées les unes aux autres, qui ne sont pas du tout dans une vision globale, qui arrivent effectivement parce qu'à un moment donné, il y a un problème de société, un événement souvent médiatisé, qui a fait que tout d'un coup on s'est rendu compte qu'il y avait un manque.
Donc ça, c'est une grosse difficulté. Il n'y a pas du tout de temps qui soit prévu pour ces temps-là. Ça doit se faire dans le cadre des programmes, donc dans le cadre habituel. Donc il faut arriver, que chaque enseignant arrive à repérer que telle éducation A peut être reliée à tel point du programme. Donc c'est une difficulté. Bon. En matière de formation donc initiale et continue, on essaie de faire des choses, d'informer sur les problèmes de santé environnement. On a eu il y a 2 ans une formation sur les pesticides dans l'alimentation. On avait vraiment la salle comble. La difficulté qu'on a après, même quand des choses se font, c'est le suivi. Donc les moyens se restreignent au niveau de formation, on est en concurrence les uns avec les autres. Ces éléments-là d'éducation A ou tous ces éléments pédagogiques demandent beaucoup de temps pour être construits collectivement et ce temps on ne l'a pas. Et on a des changements de programme qui deviennent prioritaires. Donc c'est dit que la difficulté, je crois qu'elle est là. Bien sûr. Peut-être prendre les 2-3 dernières et rapidement s'il vous plaît. Il y a 2 remarques prises de parole et puis que vous concluiez l'une et l'autre. Donc short s'il vous plaît. Je m'appelle Isabelle, je suis stagiaire à Graines d'Aquitaine, mais par ailleurs je suis animatrice donc dans un quartier, sur les quartiers nord de Bordeaux. On bosse pas mal sur l'alimentation, et ben sur comment les gens peuvent un peu prendre leur vie en main. Bon, ben, ça va être long le chemin parce quand vous dites qu'on change les choses de l'intérieur, moi je ne suis pas tellement d'accord avec ça, parce que sinon les choses auraient changé depuis longtemps. Je pense ça. Et après, de l'extérieur, oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec tout ce qu'on a parlé ces derniers temps. Et que, bon, ça a fait un peu la une des journaux avec toutes les alternatives, les ZAD, etc. Donc c'est extrêmement violent parce que là, c'est de la résistance pour une autre société. Et puis nous, on est un peu à l'entre-deux avec des populations qui sont en difficulté, mais qui ne sont pas, comme vous disiez, débiles. Enfin, excusez-moi du terme, je n'ai pas dit ça. Mais voilà, c'est des gens qui ont une conscience, bien sûr, et je pense que par le biais de l'alimentation, bon, moi je suis animatrice socioculturelle, mais j'ai été très longtemps cuisinière, en fait, et je suis devenue animatrice ces dernières années. L'alimentation, moi je pense que c'est quelque chose qui peut parler à tout le monde, et que je mets en garde, enfin je suis sûre que si les parents savent qu'on empoisonne leurs enfants, je pense qu'il n'y a aucun parent qui a envie d'empoisonner ses enfants. Il y a eu une démarche par des agriculteurs qui ont du mal, je sais juste un témoignage, je ne vais pas être longue. Il y a quelques années, dans la cité du Grand Parc, j'habite au Grand Parc, il y avait des agriculteurs qui sont venus pour vendre à prix coûtant leurs produits, puisqu'ils sont en difficulté et que la grosse distribution les tue depuis bien longtemps. Hein. Voilà, et donc du coup, tout le monde a été acheter les légumes moins chers de l'agriculteur, quoi. C'est normal, quoi. Ils n'ont pas été dans la grande surface. Donc moi je pense qu'il y a vraiment des possibilités. On a développé quelques jardins. Il y a on est sur peut-être un projet d'une conserverie ambulante. Voilà, l'alimentation ça concerne tout le monde. Ça peut être fait d'une manière ludique, sympa. On a des agriculteurs et des paysans aux portes de nos villes. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'installer aussi agriculteurs parce que bon, on est en lien avec la Confédération paysanne, etc. Le problème c'est le problème des terres. Mais moi, je pense que ça va être possible. Enfin, de toute façon, ça va venir vers ça, puisque de toute façon, ce système capitaliste est en train de s'écrouler. Et avant qu'on nous la mine complètement, nous, on est en train de s'organiser. Voilà, petitement, mais quoi qu'il en soit, et on va pas tomber dans la morosité ambiante. Voilà, surtout pas. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je pense qu'il y a moyen, et c'est avoir des savoir-faire et faire avec les gens sur le moment. Et voilà, ça marche. Et puis tant pis, ça sera 2 personnes concernées et on avancera comme ça. Bonjour, merci de vos 2 interventions. Donc Olivier, apprenant technicien, donc stagiaire des GEPS au Graines d'Aquitaine. Vous avez abordé dans vos 2 exposés les politiques et l'employment, donc pouvoir agir. J'ai une question sur les démarches participatives. Donc moi je suis un convaincu de leur efficacité. Ils viennent actuellement sur le champ de la santé, de l'environnement, mais aussi de la politique de la ville par exemple. Donc d'après vos expériences, est-ce que c'est de la poudre aux yeux lancée par les politiques, un alibi, ou est-ce qu'elles ont un véritable impact sur les actions que vous menez et changent les comportements et à quel niveau? Merci. Il nous reste combien de temps là? 2 minutes. Les 2, mon capitaine. Prenez le
Ça dépend comment on la pratique. Hein. Sur le terrain, on voit bien qu'effectivement, il y a un certain nombre de projets où il s'agit bien, comme vous le dites très bien, d'une participation alibi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on a fait venir des gens, mais en réalité, tout le cadre était déjà posé, tous les objectifs étaient prêts, quasiment le truc était terminé quand les gens sont arrivés. Je trouve que c'est ce qu'on observe aussi alors, sur un autre champ, mais qui est celui les usagers de la santé, hein, on les met à toutes les sauces, ils doivent être dans toutes les instances, dans toutes les réunions, dans toutes les commissions, dans tous les groupes de travail. Qu'est-ce qu'on fait réellement de leur parole ? En quoi est-ce que véritablement elle est réinvestie dans des réorientations de programmes ou des réflexions plus politiques c'est là qu'on voit la différence finalement. Il ne suffit pas effectivement de faire en sorte que les gens s'expriment pour après mettre ça dans un coin et puis quand même faire ce qu'on avait décidé de faire au départ parce que voilà, c'est la participation alibi. Non, l'idée c'est vraiment d'impliquer les gens dès le départ et sans idée préconçue en les impliquant en utilisant après évidemment leur parole pour véritablement avoir un impact sur l'ensemble du projet et sur son évaluation. Là, je reviens là-dessus. C'est ça, là, c'est à nous d'être vigilants. C'est tout notre travail à nous de ne pas rentrer dans cette consultation parfois alibi où on ne prend pas en compte les réponses. C'est d'être sûr en amont que si on y participe, les politiques publiques se servent de ce qu'on va aller donner. Être sûr que ça va être pris en compte, ça c'est à nous de le faire de façon systématique. Est-ce que je peux en profiter pour faire une toute petite promo ? J'ai dit que les histoires de vie étaient un moyen d'empowerment pour chacun. J'organise l'année prochaine une formation pour aboutir à un ouvrage collectif de la place que l'environnement prend dans nos vies. Quand on aura tous écrit que l'environnement est aussi formateur, qu'on a une relation à la nature, qui nous a aidés à grandir, qui nous a aidés à assumer des choix, qui nous a aidés à porter des valeurs sur l'environnement. Moi, si j'ai choisi ce métier d'éducation à l'environnement, c'est parce que j'ai joué enfant dans la nature. Ce n'est pas des pédagogues qui m'ont amené à ça. Donc l'année prochaine, j'organise un stage. S'il y en a que ça intéresse, j'ai amené quelques petites plaquettes. Pardon pour la petite corne. C'est Anne qui m'a proposé de le faire. Merci. Merci encore. Donc Dominique Cotreau et Christine Ferron d'être intervenues de la sorte. Merci aussi pour votre participation, vos réflexions, témoignages. C'est très intéressant sur la fin aussi le fait que voilà, certains, à travers des vécus, puissent aussi questionner les limites de l'exercice, hein, parce qu'on est quand même sur quelque chose de plus que contraint et quand même aussi normatif, cette quête du bonheur ou du bien-être, enfin, voilà, et que tout le monde ne s'y retrouve pas forcément, donc ça va nous amener à nous retrouver encore de longs moments, j'en suis sûr. Remercier l'IUT, Michel Montaigne, qui a mis à disposition cette salle. Je crois qu'il y a quelqu'un de l'IUT qui doit être présente et qu'elle remercie le reste de l'équipe, de la direction. Je vous rappelle donc qu'il y a un buffet. Vous êtes invités donc à prolonger ces échanges autour de petites choses à manger. Pour ceux qui reviennent, c'est à 13h30 ici. Il y a l'évaluation. Vous remplissez tous l'évaluation, vous mettez des bonnes notes. Une bonne évaluation. C'est le contrôle, c'est pas l'évaluation. On reviendra. Ah, pardon. Il faut du temps pour évoluer. Et je plaisantais, parce que nous sommes filmés par ailleurs. Et vous dire que j'espère que ce cycle qui se termine verra un autre cycle démarré en 2015, pourquoi pas, dans le cadre du PRSE, une nouvelle mouture, pourquoi pas. Et vous serez de toute façon informés, quoi qu'il en soit. La vidéo sera donc très prochainement sur le blog. Donc vous avez les coordonnées sur les documents et à la fois sur les sites de Graines Aquitaine et de l'IREPS Aquitaine. Merci, bon appétit. Merci à vous. Merci.